Merci d'être resté avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Je vais vous poser une question très simple. Souhaiteriez-vous donner vos organes après votre mort? C'est une question à laquelle nous devrions tous prendre le temps de répondre ou au moins en parler avec nos proches. Sauf que depuis le 1er janvier 2017, eh bien, qui ne dit mot consent, nous sommes tous devenus des donneurs d'organes potentiels. La loi change pour simplifier les choses dans un moment qui est difficile parce que perdre un proche, sauver une vie, donner du sens à un drame, tout ça peut devenir cohérent depuis le 1er janvier 2017. Si vous voulez en parler, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900 ou alors nous écrire sur le Facebook de Viastel. Voilà, vous êtes en train de veiller. Oui, pour l'instant, 3 réactions. Allez. Il y a un post, on est bien d'accord, c'est sur la page de France 3 Corse, Viastel, et il y a un post qui correspond. Là, on le voit, Emmanuel. Oui, on le voit tous pas, donneurs. c'est celui-ci. Voilà. Eh ben, ok, réponse tout de suite, en tout cas, avec nos experts. À mes côtés, Marjorie Celli, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice en prélèvement d'organes et tissus, donc à Ajaccio. C'est ça. À côté de vous, le docteur Bernard Lecomte, bonjour. Bonjour. Pareil, vous êtes médecin coordinateur en prélèvement d'organes et tissus, vous travaillez donc ensemble. Tout à fait. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que la carte de donneur a toujours lieu d'être ou depuis le 1er janvier 2017, on peut la jeter? En fait, la carte de donneur n'a jamais eu de valeur légale. Elle est quand même très utile parce que dans l'éventualité où le patient décédé n'aurait pas évoqué de son vivant le problème du don d'organes, Assez proche. ça apporte à ses proches un élément, on va dire, d'appréciation. Mais ça n'a aucune valeur légale et c'est un document qui n'est pas officiel. On va dire. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un petit clip de communication qui résume un petit peu la situation. Un donneur, une donneuse. Un donneur noir, un donneur blanc. Un donneur rose. Une donneuse gourmande. Un donneur sous l'eau, une donneuse dans les étoiles. Hep, donneur! 15 donneuses locales, 15 donneuses visiteuses. Tout le monde est donneur d'organes présumé. C'est la loi. On peut être contre, bien sûr. Et dans ce cas, il faut le faire savoir. Don d'organes, tous concernés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dondorganes.fr. Donc, la loi repose sur le consentement présumé, c'est ça, c'est bien ce qu'il dit dans le clip. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, le principe de consentement présumé, c'est un des principes fondateurs du don d'organes, avec la gratuité et l'anonymat. C'est ces 3 principes qui garantissent le respect de la dignité humaine, qui reste toujours présent dans le don d'organes. Donc, le principe de consentement présumé, ce n'est pas nouveau. Contrairement à ce qu'on pourrait penser avec cette nouvelle loi, ce n'est pas nouveau. Ça fait 40 ans que ça existe, depuis la loi Cavaillet en 1972. Mais bon, je n'étais pas née, peut-être que le docteur Lecomte pourra mieux vous expliquer que moi. Et le principe de consentement présumé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute personne qui n'a pas fait opposition de son vivant est un donneur potentiel. C'est-à-dire si on n'a pas si on n'a pas dit de son vivant qu'on était contre, on est pour le don d'organes. Maintenant, cette loi donc, renforce ce principe de consentement présumé en faisant quoi? En nous donnant les moyens renforcés d'exprimer comment on est contre, comment exprimer son refus. Alors, ça veut dire quoi? Que l'avis des familles ne rentrera plus en compte? Alors, l'avis des familles, finalement, n'était pas consulté jusqu'à présent, puisque ce qu'on cherchait à savoir à travers l'entretien qu'on menait auprès des familles, c'était ce que pensait le donneur de son vivant, du don d'organes. Est-ce que le donneur potentiel avait fait état d'un refus de don ou non? Ou au contraire, ce donneur potentiel était de son vivant favorable au don d'organes? Donc les familles resteront consultées, bien évidemment, et on essaiera de leur faire témoigner de ce que pensait le donneur de son vivant de façon orale, si toutefois celui-ci ne l'a pas fait d'une autre manière, qu'on va évoquer probablement plus tard, à savoir l'interrogation du registre du refus ou un document écrit, signé de sa main. Donc on est bien d'accord, la loi ne change pas ça, ça n'a jamais été l'entourage qui prenait la décision de donner ou pas, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Non, ce qui importe, c'est quelle était la position de ce donneur potentiel, de cette personne qui est dans cet état de mort encéphalique. Une mort très rare, il y a à peine 3000 morts encéphaliques par an en France, sur les 500 000 décès, 3000 morts encéphaliques, et on prélève
hélas, que la moitié de ces patients, on verra pour différentes raisons. Il y a Justement, 15 000... il y a une question qui va dans ce sens d'Angélique Fabiane qui dit est-ce que l'on peut choisir les organes qu'on souhaite donner ? Alors, on peut choisir les organes qu'on souhaite ne pas donner. Sur le fameux registre national des refus, on peut émettre des restrictions sur tel ou tel organe, pour telle ou telle raison, enfin peu importe les raisons, j'ai envie de dire, mais on peut émettre des restrictions, tout à fait. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'écouter le témoignage d'une personne qui a accepté qu'on prélève les organes de son proche, en tout cas qui vous a conforté dans le fait qu'il n'y était pas opposé. On l'écoute. Martine, vous avez été confrontée donc, au don d'organes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire ? Oui, bien, c'est très simple. Un membre de ma famille a eu un accident domestique, une simple chute qui s'est avérée fatale. Donc, à partir du moment où il est tombé, donc on a appelé les pompiers, effectivement, tout naturellement. Donc, transport à l'hôpital, puis très très vite le diagnostic de mort encéphalique. Vous avez tout de suite pensé au don d'organes. Comment ça s'est passé exactement ? Alors, bien que nous n'en ayons jamais parlé, pour moi, ça a été une évidence. Je me suis dit qu'à partir du moment où il était mort, à quoi bon laisser pourrir, si je peux m'exprimer ainsi, des organes au fond d'un trou alors qu'on pouvait sauver des vies. Ça a été tout naturel pour moi. Alors évidemment, j'ai envie de dire c'est un tourbillon puisque tout arrive très subitement, très brutalement, on ne s'y attend pas du tout et puis tout s'enchaîne. Mais je crois que j'ai très vite réagi et dès lors que j'ai su que c'était fini pour lui, bien que son cœur battait encore, j'ai décidé conjointement avec ma fille de donner ses organes. Pourquoi avoir accepté de témoigner aujourd'hui ? Alors surtout pour inciter les gens à donner. Il faut donner, il ne faut pas trop se poser de questions, je crois, et seulement avoir à l'esprit qu'on peut sauver des vies et que c'est ça le plus important. J'ai envie de dire que tout le reste sont des considérations moindres. Ça vous a aidé, vous, quelque part, d'accepter la mort de votre proche, de savoir Bien sûr, de savoir que la mort n'a pas été totalement vaine, de savoir que d'autres personnes vont survivre grâce à lui, bien sûr, tout à fait. Et je peux même aller au-delà, parce que j'ai envie de vous dire qu'au moment où on a pris la décision, malgré le chagrin, malgré le drame que nous étions en train de vivre, j'ai été emplie de joie. Vraiment, je peux dire rempli de joie à l'idée que des personnes allaient recevoir un coup de fil en leur disant on a un rein, on a un foie, on a un cœur. Vraiment. Alors, on l'a bien compris, c'est une façon de donner du sens au drame. C'est réconfortant pour elle de savoir que son proche a pu sauver des vies. C'est fréquent, oui. Ça. Très souvent, les familles qu'on peut revoir après un prélèvement d'organes nous disent combien elles ont été quelque part soulagées, entre guillemets, bien sûr. Justement, Martine parlait d'un tourbillon. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique qui entoure ce moment ? Bien sûr, c'est fondamental. On est dans une phase de cataclysme émotionnel, vous avez raison de le souligner. Et il est évident que toute l'équipe soignante, celle qui a pris en charge le patient au départ, mais aussi la coordination, fait son possible pour essayer d'accompagner la famille dans cette période. Et cet accompagnement va très au-delà du moment même, puisque la coordination a en charge l'accompagnement familial pendant tout le processus, mais également, ultérieurement, en pouvant donner des nouvelles quant à l'évolution des greffés. Voilà, malgré l'anonymat, enfin l'anonymat reste, mais on peut, juste après l'opération, et les jours suivants, et les semaines suivantes, et les années suivantes, donner des nouvelles, si la famille le demande, donner des nouvelles des patients qui ont reçu les greffons, et c'est vrai qu'ils y trouvent certainement un réconfort. Et quand elle parle, je voulais rebondir sur ce qu'elle disait, un tourbillon, il faut savoir que la mort encéphalique n'arrive pas au cours d'une longue maladie. C'est quelque chose qui est assez brutal. Là, elle parle d'un accident domestique, d'une chute, mais ça peut être un AVC, enfin quelque chose de brutal où on déjeune avec la personne le matin et au cours de la journée, le diagnostic s'annonce grave, puis terrible, puis l'inévitable arrive. Et ensuite arrive cette question du don d'organes qui arrive à un moment, elle le dit, c'est un tourbillon, elle est à peine en train de comprendre qu'il y a une étape de deuil là, qui s'engendre et on lui parle du don d'organes. Alors, est-ce qu'on peut en parler le lendemain, le surlendemain ? Non, ce n'est pas possible. Il faut en parler maintenant et c'est la pire des questions dans ce moment dramatique. Et
c'est simplifié quand les gens en ont parlé avant. Là, dans le cas de cette famille, elle l'exprime, il n'en avait pas parlé avant et pourtant elle a su trouver cette force et dire oui. Mais c'est vrai que les gens nous disent parfois, dans un profond désarroi, moi je suis donneur, j'ai ma carte, mais avec lui je n'en ai jamais parlé et je ne sais pas. Et du coup, voilà. Alors que quand les gens ont exprimé, que ce soit le oui ou le non, il n'y a pas de jugement, les gens ont le droit d'être contre et on le respecte tout à fait, mais la démarche est simplifiée et on décharge ces familles d'un poids terrible. Parce que c'est justement ça, l'objectif de cette loi, agir rapidement en totale objectivité alors que les familles sont dans la tourmente. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et ce qui est compliqué aussi, j'imagine, c'est expliquer à la famille que en mort encéphalique, c'est terminé, alors que le cœur bat et que la personne respire. Oui, il faut savoir que la mort encéphalique est une circonstance tout à fait rare d'abord et particulière. Il s'agit à chaque fois de sujets qui ont des lésions cérébrales terriblement graves, à tel point que la pression à l'intérieur du cerveau a augmenté, rendant impossible l'arrivée de sang dans la boîte crânienne. Et donc le cerveau est privé d'apport sanguin, donc d'oxygène, et les cellules cérébrales sont toutes mortes. D'où l'importance d'aller très vite quand on veut prélever les organes. Voilà. Oui, Alors, la nécessité d'aller vite vient du fait que le cerveau est un organe essentiel dans le management de l'organisme, dans le maintien des fonctions vitales, qu'on est capable, avec les moyens de réanimation modernes, de suppléer. On est capable de suppléer l'absence du cerveau, mais il faut aller vite parce que malgré nos techniques, les organes risquent de souffrir. Dans quelques heures, le cœur va s'arrêter et à partir du moment où le cœur s'arrête, on ne pourra plus prélever les organes. Donc c'est vraiment une course contre la montre. Donc il faut bien que les gens aient compris d'abord que c'est un deuil malgré que le cœur bat. Alors dans le grand public, quand on a un cœur qui bat, on n'est pas mort. Mais si la mort encéphalique, c'est la mort. C'est terminé. D'accord. Très rapidement, on rappelle que le don d'organes est anonyme et gratuit. On ne va pas monnayer ça. Et on terminera avec des chiffres, si vous le voulez bien. En 2016, 500 000 décès en France. Seulement, si je puis dire, 3 675 morts encéphaliques, 1 770 prélevés et 5 804 patients greffés. Il manque à ce chiffre. Oui. Voilà. Un chiffre très important, le plus important, Oui. c'est qu'actuellement, chaque année en France, il y a 15 000 donneurs en attente. 15 000 patients en attente d'un greffon pour être donc greffés d'un organe. 58 personnes. Et seulement 6 000 qui sont greffés. Emmanuel, et André qui nous dit, le mot de la fin, je suis greffé depuis 21 ans. In extremis, une personne a donné son accord pour le prélèvement. Je pense que la nouvelle loi va faciliter l'accord lors de ce moment de détresse où se trouvent les familles. Voilà, depuis 21 ans. Ce sera une note positive pour terminer l'émission. Merci infiniment d'être venu. On avait encore plein d'autres questions. Je pense que vous pourrez revenir. D'ailleurs, on se donne rendez-vous, Marjorie, très vite pour parler de l'arrêt cardiaque. De l'arrêt cardiaque. Du massage cardiaque. Je vais essayer de t'en faire un. On a 15 secondes pour finir. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour parler réseau électrique. Ah bah oui, c'est comme ça. À demain. Ciao. À demain.